Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je commence par remercier bien sûr Damien Dinardo pour sa démarche auprès du Musée du Louvre pour venir présenter aujourd'hui la genèse du Louvre d'aujourd'hui en se cantonnant au règne de Philippe Auguste dans le cadre de ce 8e centenaire. Donc moi, je suis donc Vivier Richard, responsable du service de l'histoire du Louvre, et je représente aujourd'hui en fait, mon adjointe et collègue Clara Bernard, conservatrice en charge du Louvre médiéval et des fouilles archéologiques, qui ne pouvait être disponible. Alors, évoquer le Louvre de Philippe Auguste après une intervention d'Alain Salamagne, quand on est jeune conservateur, est un petit peu intimidant. Il y aura sans doute peut-être des questions à l'issue de cette présentation. Alors, Touris Nostra des Louvrais, telle est la désignation que vous voyez à l'écran du Louvre en 1204, dans l'acte qui indemnise les moines de Saint-Denis de la Châtre pour la cession du terrain qui avait été faite à Philippe Auguste pour l'édification de la forteresse du Louvre. Ce premier Louvre médiéval de Philippe Auguste voit ces différents bâtiments abondamment remaniés au fil des siècles, jusqu'au XVe siècle, et il est progressivement détruit, comme cela a été évoqué tout à l'heure, entre 1528, donc le donjon, sur ordre de François Ier, et 1660, avec l'aile Est, pour clore le quadruplement de la cour carrée du Louvre, dans le cadre des travaux de Levaux. Il peut donc sembler assez paradoxal aujourd'hui de s'interroger sur le castrum initial, si ancien, invisible aujourd'hui au sein de Paris et qui semble si peu lié à ce palais, l'un des plus grands d'Europe, et à ce musée, l'un des premiers du monde, mais pourtant qui s'inscrit pleinement dans l'actuel domaine du Louvre et des Tuileries. En outre, le Louvre médiéval pose beaucoup de sujets, beaucoup de problématiques. Son historiographie est dense, mais fondée sur des sources assez hétérogènes quand elles ne sont pas divergentes. Les sources manuscrites, certaines ont été évoquées, de registres royaux, recueils des actes, comptes des prévôtés, bailliages, semblent parfois déformées, voire fautives dans leur copie. Des légendes ont fait remonter le Louvre à l'époque mérovingienne, on sait tous qu'il n'en est rien, tandis qu'une longue représentation iconographique n'a été remise en question que depuis les nouveaux constats faits par l'archéologie depuis le Second Empire. Les débats restent très denses autour de notre sujet. Le Louvre a été régulièrement partie prenante dans ces débats, notamment autour de la question de la relation de la forteresse avec l'enceinte de Paris, ainsi que l'emplacement des différents logis. Autour de la jeunesse du Louvre, quelques questions se posent. Qu'est-ce que le Louvre en 1180 à l'avènement de Philippe II ? Bien que voisin de bourgs urbanisés, le site même de l'actuel Louvre, en dehors de l'enceinte carolingienne de Paris, a été délaissé entre les 7e et 12e siècles. Néanmoins, son emplacement sur une petite éminence en bord de Seine et au cœur d'un espace qui a vocation vivrière et artisanale auprès de la capitale avait incité très vite plusieurs institutions ecclésiastiques et laïques à s'intéresser à la zone et à acquérir des fiefs. Le quartier s'appelait déjà, avant la forteresse, Louvrea ou Loupara en latin, Louvre en français, avec sa première apparition en 1189, nom sous lequel était désignée cette année-là la collégiale Saint-Thomas du Louvre, fondée par Robert de Dreux. Il y a eu de nombreuses recherches étymologiques et aujourd'hui, les études concordent plutôt à rattacher ce terme de Louvre à un toponyme de terroir, un téronyme hydronyme de forme celtique, bien connu par exemple autour de la Bièvre, de la Nièvre, etc. Donc, au XIIe siècle, les rois capétiens ont tenté de renforcer leur autorité sur le domaine royal et sur leurs vassaux. Cela a été évoqué, notamment dans le cadre de la défense de la région parisienne par rapport au duché de Normandie. La capitale politique et administrative, Paris, est un centre religieux, un foyer intellectuel, une ville commerciale et un enjeu stratégique de premier ordre. Le règne de Philippe Auguste est fondateur pour la capitale, puisqu'il ordonne en 1190 l'édification d'une nouvelle fortification entourant toute la rive droite. Une forteresse doit être construite à l'ouest de la ville, sur le site du Louvre, en lien avec l'enceinte urbaine. J'insiste sur ce terme très neutre de « en lien avec l'enceinte urbaine », nous y reviendrons. Ce castrum devait garantir au roi un meilleur contrôle de Paris, tout en symbolisant sa puissance et en offrant un outil défensif en cas de menace extérieure, anglo-normande en l'occurrence. Son isolement, en dehors de l'enceinte, le rend aussi capable d'une résistance autonome face à l'ennemi, même dans le cas où la ville serait tombée. La proximité avec la Seine permet, lors du chantier, un approvisionnement aisé en matériaux et par la suite permet aussi au renfort et au ravitaillement transporté par la voie fluviale de gagner le castrum et de circuler du castrum vers le palais de la Cité qui était la résidence du roi. Le Louvre du Moyen-Âge central, tôt disparu, a suscité de nombreuses interprétations au fil des siècles.
Les sources contemporaines de son édification sont réduites et nécessitent de nombreuses précautions. Les originaux, consultés par les historiens de l'Ancien Régime, ont parfois disparu. Et à ce jour, le plus ancien document conservé sur le Louvre ne remonte qu'à 1369, donc bien après le règne de Philippe Auguste. Les premières reconstitutions graphiques du Louvre de Philippe Auguste se fondent par ailleurs sur une triple iconographie du XVe siècle, donc bien postérieure, une enluminure du très riche œuvre du duc de Berry et 2 retables, aujourd'hui dans les collections du musée, la crucifixion du Parlement de Paris et la Vierge de Pitié de Saint-Germain-des-Prés. J'ai fait exprès de ne pas vous les mettre à l'écran pour ne pas venir tromper le regard à la suite de toutes ces interprétations que nous avons, non pas du Louvre de Philippe Auguste, mais du Louvre du bas Moyen-Âge. Heureusement, des travaux du XVIIe siècle de l'historien de Paris, Henri Sauval, nous ont permis d'avoir des traces de documents d'archives perdus et des interprétations de l'époque qu'il est nécessaire aujourd'hui de reprendre toujours avec parcimonie et attention. Parmi toutes ces représentations du Louvre, on peut bien sûr citer les restitutions du comte de Clarac ou celles de Baltard, comme vous avez ici à l'écran, ou de Eugène Viollet-le-Duc. Toutes ont été rendues caduques par la réalisation des fouilles du Louvre depuis le Second Empire. Il y a eu 4 séries de fouilles qui ont permis de redécouvrir ce premier Louvre méconnu, si ce n'est oublié. Donc, avant de parler strictement du Louvre de Philippe Auguste, je repars sur ces fouilles qui, elles, nous permettent de retrouver la véracité historique et des témoignages du passé. Donc, sous le Second Empire, une première campagne de fouilles est la première tentative de recherche archéologique autour du Louvre. En effet, dans le cadre de ces travaux préparatoires à la publication de la topographie historique du Vieux-Paris, l'archéologue et historien Adolphe Berthy obtient, avec l'archéologue Théodore Wacker, de réaliser 3 tranchées dans la cour carrée, d'août à décembre 1866, pour tenter de mieux connaître les dimensions réelles du Vieux Louvre. Ces sondages révèlent que le Louvre médiéval est encore conservé, ce qui est donc une surprise à l'époque, mais arasé. Lors de la destruction du Vieux Louvre, on s'est contenté de raser les bâtiments légèrement sous le rez-de-chaussée et de remblayer toutes les parties situées en sous-sol. Un projet de dégagement permanent n'aboutit pas et seule une figuration des maçonneries est réalisée à même le sol de la cour carrée et va perdurer jusqu'en 1983. Vous avez ici un premier relevé tel qu'il a été imaginé à partir des fouilles d'Adolphe Berthy en 1966. Vous voyez ici l'emprise du donjon avec son fossé et des 2 ailes qui ont pu être repérées. L'aile nord avec ses logis et l'aile est avec ses logis. Mais ici, ce sont des logis sur des maçonneries de la fin du Moyen-Âge. Vous avez ici, en grisé plus clair, en revanche, l'absence de l'aile ouest et de l'aile sud, qui se retrouvent encore aujourd'hui sous les ailes 16e et 17e siècle du musée du Louvre. En 1882, l'architecte du Louvre, Edmond Guillaume, ordonne de creuser des caves dans le sous-sol de la salle des Cariatides, de la galerie des Vénus, pour installer un calorifère. C'est alors que des vestiges de l'aile médiévale ouest se révèlent. Par rapport au plan où nous étions, en fait, nous sommes juste ici, dans l'aile qui se trouve là, et qui permet de découvrir les dimensions réelles de cette aile et la découverte d'une salle basse du XIIIe siècle, dont le voûtement ogival avait été détruit au XVIe siècle par Pierre Lescot lors de l'édification de l'aile Henri II. La partie sud de la salle, et vous le voyez ici à l'écran à gauche, porte les traces du premier escalier imaginé pour le Louvre de la Renaissance. Aujourd'hui appelé Crypte Saint-Louis, cet espace est la plus ancienne salle du musée. En l'absence de rapport détaillé de cette fouille, subsistent également des éléments lapidaires qui ont été conservés dans les collections du musée et exposés dans cette crypte jusqu'en 1989. Donc une attention immédiate, dès la fin du XIXe siècle, sur cette redécouverte du Louvre du Moyen-Âge. Mais bien entendu, les étapes véritablement fondatrices sont celles qui encadrent le chantier du Grand Louvre. En effet, dès 1977, Michel Fleury, vice-président de la Commission du Vieux-Paris, fait effectuer des sondages dans la cour carrée pour attester de la bonne conservation des vestiges qui avaient été prédécouverts, va-t-on dire, sous le Second Empire. Le chantier du Grand Louvre est l'occasion parfaite pour retrouver les vestiges repérés par Adolphe Berthy et reconnaître le Louvre médiéval. Des fouilles d'ampleur sont organisées d'octobre 1983 à décembre 1985 pour dégager les vestiges du Louvre médiéval, à savoir les parties basses du château jusqu'au niveau des fossés. Cela concerne le fossé nord, que vous devinez ici, avec la tour du milieu, dont vous voyez ici le soubassement, et le fossé est, qui est ici, en suivant la souris, avec les 2 tours jumelles portières et la tour de la taillerie,
que l'on commence à deviner ici en angle, ainsi que le fossé du donjon lui-même, que vous voyez ici au milieu de la cour carrée. Les ailes sud et ouest, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, bien sûr ne pouvaient pas être fouillées, puisqu'elles se trouvent sous l'emprise des ailes sud et ouest de la cour carrée. De nombreux éléments lapidaires et un très important matériel archéologique sont découverts, et une sélection, à nouveau, est présentée dans la crypte Saint-Louis, qui est ici, sur le plan. Nous sommes en version inversée. Et donc jusqu'à l'ouverture du Grand Louvre en 1989. Donc il y a une scénarisation de ce Louvre médiéval, sur lequel je reviendrai en fin de propos, qui est vraiment le cœur de la médiation du Louvre sur son histoire. Ont également été repérées une fosse dépotoir du château de Philippe-Auguste, avec tout un échantillon de production céramique du XIIIe siècle. De nombreux pichets à glaçure verte ou jaune, des cruches, poêlons, godets et autres coquemards. Bien entendu, des ossements animaux, des vestiges végétaux, des fragments de verre ont été aussi repérés dans cette fosse, qui a été préservée du fait qu'elle a été, elle, ensevelie sous les maçonneries du Louvre de Charles V. Ce sont ces fouilles, véritable source de terrain, qui, confrontées aux éléments manuscrits, permettent de comprendre le premier chantier du Louvre, le premier château du Louvre et son chantier. Le chantier ne débute pas avant 1190, date d'édification du début de construction de l'enceinte, et semble déjà achevé en 1202, au moins pour la tour. Je reviens sur le terme de tour, puisque suivant les documents conservés, c'est toujours ce terme de tour qui est employé. La question est, ce terme ne correspond-il qu'au donjon strictement parlé, ou bien au donjon et à sa chemise, c'est-à-dire les 4 courtines et leur propre tour de flanquement et éventuellement logis. Donc cette date de 1202, en tout cas, est fondamentale pour la tour du Louvre, puisqu'à cette date, nous avons la certitude que cette tour doit servir de modèle pour le château de Dun-le-Roi. Donc on peut estimer que le chantier du donjon du Louvre s'étend de 1190 à 1202, mais peut également se poursuivre jusqu'à la décennie 1210 pour l'ensemble des bâtiments, puisque le roi indemnise encore pour les cessions de terrain et l'acquisition des anciens cens dans les années 1210. L'acteur principal de ce chantier est bien sûr celui que l'on peut qualifier d'une certaine manière de maître d'ouvrage. Alain Salaman l'a évoqué tout à l'heure, le roi lui-même, qui montre un intérêt personnel pour l'architecture militaire et qui préside les séances consacrées au projet de construction. Il tranche lui-même, en cas de difficulté, comme le montrent les sources, sic ut rex divisit. Il n'a pu que suivre de près le chantier parisien de sa capitale. Des hommes de l'art, ingénieurs au sens général du terme, ont été repérés, œuvrant de manière collective, donc 13 pour l'ensemble du règne. Aucun nom n'a été repéré spécifiquement parmi eux pour le Louvre, pour le chantier du Louvre. Le coût d'édification du Louvre pourrait s'estimer autour de 12 000 livres, qu'il faut rapprocher des 61 000 livres repérés pour l'ensemble des dépenses de construction militaire sous le règne de Philippe-Auguste. Et à titre de comparaison aussi, pour les 12 000 livres estimés du Louvre, on peut comparer cela avec les 2300 livres de la construction du château de Dun-le-Roi. Le chantier du Louvre se caractérise par plusieurs procédés qui assurent une rationalisation du travail, une réduction du coût global et une plus grande rapidité de construction, participant en cela au progrès constaté dans les grands chantiers de l'époque. Je cite ici un de mes prédécesseurs, Geneviève Bresque-Bautier. Les chantiers de Philippe-Auguste participaient d'un progrès général des techniques de construction qui caractérisait les grandes cathédrales du nord de la France, édifiées à la même époque, et qui exprimaient, au même titre que leur style architectonique ou leur décor sculpté, leur rôle de leader dans le cadre de l'architecture gothique classique. Au Louvre, et c'est ce que vous voyez à l'écran, l'emploi de paraments fins en calcaire de Paris, en serrant un noyau de moellon noyé dans le mortier, permet ainsi d'économiser la pierre de taille, tout en maintenant l'apparence d'une construction homogène. Ces paraments, de grands ou de moyens appareils, présentent un module très régulier. Le module de grand appareil est prévu pour les courtines et le moyen appareil au bloc moins allongé, comme ici à l'écran, pour les tours. Sur les tours sont visibles ici les trous de boulins. Vous en avez un ici, vous en avez un autre ici. Sont vides donc ces trous de boulins placés toutes les 5, 6 ou 7 assises pour recevoir les pièces de bois horizontales des échafaudages de construction, puis d'entretien des tours, et qui étaient rebouchés, en l'absence de ces éléments de bois, par des petites pierres au format. Et vous les voyez ici, qui ont été conservées dans certains des cas. Les socles des tours sont pleins, comme vous le voyez à l'écran. L'épaisseur des murs, la largeur et profondeur des fossés en eau et l'espacement des tours de flanquement assurent le château d'une défense efficace.
L'espace des tours, également, cela a été évoqué par Alain Salamagne tout à l'heure, était calculé en fonction de la portée d'une arbalète, de façon à empêcher des assaillants d'attaquer la courtine. Le corps d'ingénieur tente à rationaliser le travail en carrière, comme le prouvent les nombreuses marques de tâcherons, gages de paiement des carriers à la pierre. Plusieurs marques sont visibles tout autour du Louvre médiéval, notamment des cœurs et des croix, répartis en des zones précises, ce qui confirme, outre le travail des carrières, la mise en place sur le chantier en 2 équipes pour gagner du temps, et ainsi une standardisation de la production et du chantier lui-même. On repère également de nombreuses traces des différents outils de maçonnerie. Néanmoins, le chantier présente quelques faiblesses. La base du donjon, alors voici un très bel exemple de moulage qui est dans nos collections. La base du donjon, donc ici nous sommes en revanche sur une tour, pardonnez-moi pour cette photo, la base du donjon suit la pente oblique du talus de terre sablonneuse, ce qui le met en danger en cas de travail de sape. Les maçonneries des contrescarpes sont d'une plus faible épaisseur, ce qui fragilise également en cas de mouvement de terrain ou d'infiltration. Ce sera le cas pour la contrescarpe du côté de Paris. Par ailleurs, pour les questions d'infiltration, n'oublions pas la proximité de la Seine. Le Louvre médiéval en fera les frais à plusieurs reprises. Enfin, le positionnement central du donjon, que vous voyez ici sur ce plan, n'assure aucune échappatoire aux occupants en cas d'invasion de l'enceinte et complexifie les circulations centrales. Ce plan est l'un des plans qui a été réalisé au sein des conservations du musée du Louvre, notamment à la suite des travaux de Pierre-Yves Le Pogam, conservateur au département des sculptures. Il émet de nombreuses hypothèses. Vous avez la légende, j'espère qu'elle est à peu près lisible. En tout cas, vous voyez que les maçonneries donc en grisé sont des maçonneries du temps de Philippe Auguste, que vous avez en revanche en blanc des maçonneries plutôt hypothétiques, que les traits pleins sont des traits retrouvés en archéologie et que les traits en pointillés correspondent aussi à des hypothèses, sans compter les hypothèses faites pour les salles elles-mêmes et la distribution intérieure. Donc vous voyez que le chantier du Louvre est aussi un chantier intellectuel et de recherche, encore aujourd'hui, pour les historiens. Donc, le Louvre de Philippe Auguste n'est pas du tout un édifice isolé, comme cela a été évoqué tout à l'heure, mais s'inscrit par son plan et ses caractéristiques intrinsèques dans la série des châteaux philippiens, dont il est l'une des formes les plus puissantes, appelée à devenir référence. Donc, il combine des techniques développées auparavant séparément, telles la chemise traditionnelle du donjon, transformée en véritable courtine et renforcée de tours angulaires et médianes. Le plan géométrique n'est pas non plus une invention philippienne, mais il contribue ici à devenir systématique et répandu en Occident, comme l'a évoqué Alain Salamagne au début du XIIIe siècle. Il apporte aussi des perfectionnements qui en font un archétype recopié et au besoin corrigé. Pour ce qui est de la copie, j'ai déjà cité le devis du château de Dun-le-Roi qui stipule dès 1202 que la tour de Paris doit être le modèle. Nombreux sont les châteaux, parmi les 20 exemples connus, à avoir un plan général proche ou à présenter des similitudes avec le Louvre de Philippe Auguste. Outre Dourdan, on peut ici parler de Villeneuve-sur-Yonne. Dourdan, bâti environ 20 ans après le Louvre, bénéficie de l'expérience acquise. Le donjon, par exemple, n'est plus la tour maîtresse centrale, mais est renvoyé en tour d'angle, permettant ainsi une issue extérieure et permettant de disposer d'une cour à un usage beaucoup plus efficace. Au Louvre, le plan régulier est bien nouveau à son échelle et à sa proportion. S'inspire-t-il de modèles polyorcétiques antiques des castrats romains ? Au contraire, cette inspiration antique est-elle réanimée par les contacts nouveaux avec le monde musulman depuis les premières croisades ? Ou s'agit-il d'une redécouverte ou d'une découverte spontanée dans un contexte de construction très actif ? Les historiens sont aujourd'hui partagés sur ces questions. On peut à tout le moins noter que le plan régulier est adapté aux constructions neuves nécessaires sur les terrains de plaine ou peu montagneux qui composent le domaine royal. Le Louvre devient vite célèbre. La chanson de geste Raoul de Cambrai le mentionne comme le maître donjon et le pèlerinage de Charlemagne évoque la plus haute tour de Paris, la Cité. Les châteaux philippiens sont bien les premiers exemples d'une architecture régulière. Je cite ici mon collègue Pierre-Yves Le Pogam. À ce titre, le Louvre mérite pleinement, avec les autres constructions du roi, de figurer au panthéon de l'architecture castrale française, et il a, avec les autres châteaux philippiens, exercé une forte influence sur l'ensemble de l'architecture militaire du XIIIe siècle. Donc le Louvre, en tout cas son donjon, que vous avez ici à l'écran, est achevé vers 1202. Le Louvre présente un plan régulier, quadrangulaire, de 72 mètres à l'ouest et à l'est, donc sur ces côtés-ci, et de 78 mètres au nord et au sud.
Les fouilles successives ont permis de placer précisément les maçonneries principales, ainsi pour les tours de flanquement, sur les courtines à 4 tours d'angle, une demi-tour médiane centrale à l'ouest et au nord, et 2 tours portières à l'est, offrant un passage réduit donc pour l'est vers Paris et un passage plus large au sud, donc sans doute l'entrée principale de la forteresse. Il est difficile de décrire les sommets des tours, présentaient-elles des terrasses crénelées ou plutôt des toits en poivrière. Les emplacements des percements des tours sont inconnus, mais les archères devaient être en nombre suffisant pour permettre des tirs croisés. La basse-cour pouvait se trouver justement du côté Seine, par où arrivent les marchandises, mais il est fort possible aussi qu'elle soit plutôt du côté ouest, conformément à l'évolution du Louvre à la Renaissance, où se trouvait la basse-cour et de nombreux bâtiments du quotidien. Les fouilles ont permis, côté est, de découvrir la pile intermédiaire qui se trouve ici à l'emplacement du curseur, où repose le pont-levis. Le fossé extérieur, que vous avez donc au pourtour, est profond de 6 mètres, large de 11 mètres à la base et de 12 mètres au sommet. En eau, il présente une déclinivité qui permet l'écoulement de l'eau jusqu'à la Seine, grâce à différents systèmes d'écluses, et aboutissant à une tour hors œuvre qu'on appelait la tour de l'Engin. Ce quadrilatère forme la chemise de la tour maîtresse. Le puissant donjon n'est pas pleinement en position centrale, comme vous le voyez ici, mais légèrement décalé vers le nord-est, sans doute pour libérer de l'espace pour élever des logis contre les courtines sud et ouest. Placé sur un talus de 6 mètres, il fait 15 mètres de diamètre et culminait, d'après l'historien du XVIIe siècle Henri Sauval, à 30 mètres. À la base du talus, vous pouvez deviner ici 2 assises en retraite qui protégeaient la maçonnerie lors des curages des fossés secs du donjon. Un fossé qui était également dallé, ce dallage a été retrouvé lors des fouilles. Et le donjon disposait également d'un puits et d'une citerne que vous avez peut-être repéré lors de promenades à Paris dans la cour Carré, puisque lorsque vous êtes à l'emplacement du donjon, l'emplacement du puits et de la citerne ont été matérialisés. Vous voyez donc la pile d'accès au donjon que vous voyez, que vous pouvez deviner ici, que vous retrouvez ici. Donc c'est cette partie à gauche. À droite, il s'agit d'une adjonction du règne de Charles V. Décrire les parties intérieures de la forteresse n'est pas chose aisée. Les descriptions de Sauval ne semblent pas toujours concorder avec les extrapolations permises par les relevés archéologiques. Par ailleurs, la partie sud de la forteresse, sous l'actuelle aile sud de la cour Carrée, n'a bien sûr pas été fouillée et très mal connue. Les fouilles d'Edmond-Guillaume en 1882 ont attesté la présence de bâtiments côté sud, de part et d'autre de l'entrée. Ils accueillent une citerne en sous-sol, elle a été donc retrouvée, cela est sûr et certain, et probablement le logis de la garnison, voire une chapelle, puisque c'est le seul emplacement qui permettait une largeur suffisante et un édifice orienté. Le logis ouest est, lui, bien mieux connu, puisqu'il a été fouillé en 1866 à l'occasion du chantier du calorifère de cette aile. La salle basse découverte sous la salle des... Attendez que je la retrouve, pardon, j'en la reverrai après, pardonnez-moi. La salle basse retrouvée sous la salle des Cariatides présente un parement similaire au chantier philippien, ce qui prouve bien que nous sommes sur une construction contemporaine. Subsiste le mur oriental de cette salle et différents côtés qui permettaient de la diviser en différentes travées longitudinales et travées transversales. Cette salle a été couverte d'un simple plafond, il s'agit donc d'une salle basse, et qui sera transformée sous le règne de Saint-Louis avec un voûtement en ogive et un riche décor sculpté. Donc nous sommes à cet emplacement, vous voyez, c'est la salle qui est ici matérialisée en pointillé. Au-dessus prenait place la grande salle de la forteresse qui, modifiée, perdura jusqu'à la Renaissance et le chantier diligenté par François Ier et réalisé par son fils Henri II. En revanche, aucun bâtiment ne devait prendre appui sur la courtine nord en raison du peu d'espace disponible avec le fossé du donjon et en raison de la présence ici d'une très grande fosse dépotoir que j'évoquais tout à l'heure et qui a été très révélatrice sur le quotidien du Louvre du Moyen-Âge. À l'est, à l'arrière de la porte centrale, pouvaient s'adosser de part et d'autre quelques bâtiments utilitaires sous forme plutôt de hangars en bois. Au-delà, il est difficile d'être plus précis. Les restitutions possibles sont variées, présent des débats importants. L'un des sujets majeurs est celui du rapport à l'enceinte de Paris, dont la présence ou non face au Louvre conduit à réviser le statut exact de la forteresse. Selon une première théorie, le mur d'enceinte s'interrompait devant le Louvre, donc ici, qui était ainsi intégré d'une certaine manière au point de vue urbanistique et conception militaire à la capitale, ce qui permettait de la contrôler et de la défendre.
Selon une seconde théorie, qui jusqu'à maintenant est celle du Louvre, l'enceinte se poursuit tout le long du Louvre et a été percée d'une seule porte d'accès. Vous voyez ici la dernière restitution commanditée par le Louvre en 2016, où vous devinez que l'enceinte de Paris se poursuit tout le long du Louvre. Dominant l'ouest parisien, la tour maîtresse est donc une architecture performative. Symbole du pouvoir du roi, ce donjon rappelle la puissance à la fois protectrice et menaçante du souverain. Le Louvre de Philippe-Auguste a en effet une vocation intrinsèquement militaire pour protéger Paris. Ce n'est en rien une résidence du roi. Le roi réside sur l'île de la Cité, au palais. Sous ce règne, il était en revanche jamais l'occasion de passage du roi, voire d'une partie de la cour. La place hors de l'enceinte de Paris et les logis très réduits, ne permettant d'accueillir qu'une garnison, le confirment. Tout en accueillant cette garnison, et sans doute un arsenal, le château peut être considéré par son donjon comme une chambre forte, qui accueillera un petit peu plus tard, au XIIIe siècle, le trésor royal. En revanche, dès le règne de Philippe-Auguste, le Louvre devient une prison politique. Ferrand de Portugal, comte de Flandre, capturé à Paris, à Bouvines, et y est enfermé pendant 13 ans. Guillaume le Breton l'évoque à 2 reprises dans sa continuation de la chronique de Rigord. Il ordonna que Ferrand, transporté à Paris, soit enfermé sous bonne garde dans la nouvelle tour située hors des murs. Et dans sa Philippique, Guillaume le Breton évoque à nouveau cet épisode. Quant à Ferrand, il est transféré aux citoyens de Paris pour être enfermé dans la forteresse du Louvre. Cette fonction de forteresse, liée à la nouvelle enceinte urbaine, forteresse dont le modèle est connu et se décline donc dans le domaine royal, et non une fonction de résidence, explique peut-être les mentions marginales laissées par le Louvre chez les biographes de Philippe-Auguste. Pour conclure, je reviens sur la médiation qui a été mise en place au musée du Louvre autour de ce Louvre de Philippe-Auguste. Comment muséographier ce qui est en sous-sol, ce qui est redécouvert, ce qui est mal connu, et qu'on ne peut représenter que par des éléments lapidaires et archéologiques retrouvés en fouille. Comme je l'évoquais tout à l'heure, depuis la fin du XIXe siècle, la crypte Saint-Louis présentait du matériel archéologique. Dès 1982, Michel Laclotte voulait renouveler la présentation archéologique en l'insérant dans un nouveau programme muséographique. À la suite des fouilles de 1984 de la Cour Carrée, un réel parcours a été mis en œuvre au sein des fossés et de la crypte Saint-Louis. Enfin, en 1989, l'ouverture du Grand Louvre octroie au musée un nouvel accès sous la pyramide par le hall Napoléon, avec 2 grandes salles dédiées à l'histoire du Louvre. Vous en avez ici quelques photographies qui représentent, j'ai fait exprès bien sûr de prendre les vues qui nous indiquaient des éléments plutôt d'architecture médiévale, même si certains des éléments sont postérieurs au Louvre de Philippe-Auguste. Ces 2 grandes salles présentaient des tableaux représentant le Louvre et des vues de salle, des maquettes, esquisses de décors, des panneaux et maquettes de médiation, et bien entendu des éléments lapidaires. 4 ans après l'achèvement des fouilles de la Cour Carrée, les vestiges sont, eux, intégrés dans une vaste promenade archéologique à travers les fossés nord et est, le fossé du donjon et la crypte Saint-Louis, qui correspondent donc à la salle basse évoquée tout à l'heure. La tension politique est si forte sur ce parcours médiéval que lors de l'ouverture du Grand Louvre, ce circuit demeure gratuit tous les jours durant 1 an et ouvert jusqu'à 22 heures. Donc voici donc le donjon, la pile que j'évoquais tout à l'heure, et la crypte Saint-Louis dans sa première muséographie de 1989, très épurée, où était juste présenté, vous voyez à l'arrière, le casque de Charles VI. Mais c'est un autre sujet. En 2004, oui, j'ai quasiment terminé. En 2014, les 2 salles de l'histoire du Louvre sont fermées pour donner le jour, 2 ans plus tard, à un nouveau parcours du pavillon de l'horloge, avec la salle de la maquette, qui est toute proche de l'entrée est du Louvre. Vous voyez l'une des tours portières en arrière-plan. Un film de reconstitution 3D du Louvre a été réalisé pour présenter le fossé est et les tours portières. Je vais quasiment conclure en vous le présentant à l'écran. Je vous fais juste un partage, un plein écran. Voilà, juste les premières secondes. Donc dans le fossé est, qui est représenté ici en eau, donc reconstitution faite par la société Aristéas à la demande de l'histoire du Louvre. Vous voyez le pont-levis avec la pile retrouvée, l'enceinte de Paris à gauche, et donc à droite de l'écran ici, au milieu maintenant, les 2 tours portières présentées ici avec l'hypothèse de toiture en poivrière. Et puis la transformation, mais c'est un autre sujet, pour le Louvre de Charles V. Et je vais terminer. Donc voilà, donc toute la médiation actuelle autour du Louvre médiéval dans son état 2016.
et donc la crypte Saint-Louis, qui présente aujourd'hui des collections archéologiques sur le domaine du Louvre et des Tuileries. Louis VIII cère au Louvre, peu après le décès de son père, une partie de son trésor. Sous le règne de Saint-Louis, le Louvre connaît des travaux d'embellissement et qui semble accueillir occasionnellement le roi, sa famille et la cour. C'est un tout nouveau chapitre de l'histoire du Louvre qui conserve néanmoins un très fort héritage de son incipit philippien, à commencer par son nom et une forte symbolique féodale, puisque jusqu'à la Révolution française, les fiefs dépendants du domaine royal meuvent tous du donjon du Louvre. La réalité médiévale, bien que disparue aux yeux des hommes, reste nimbée de mystère et a donc perduré bien au-delà de la destruction du château. Notre actuelle cour carrée est fondée sur le module du plan régulier de la forteresse qui a été quadruplé, tandis que la relation intrinsèque à la Seine et les liaisons étroites au tissu urbain parisien déjà présent en 1200 ont été accompagnées, guidées ou ralenties dans le développement de Paris, du Louvre, jusqu'au nouveau Louvre de Napoléon III, et nous offre encore aujourd'hui l'héritage architectural du musée du Louvre. Comme je l'évoquais tout à l'heure, les hypothèses sont très nombreuses. Les débats sont parfois vifs entre les historiens autour de l'enceinte du Louvre, de l'emplacement des logis. Et puisque l'histoire du Louvre dispose depuis un an maintenant de 2 conservateurs, ma collègue Clara Bernard absente aujourd'hui et moi-même, nous espérons que la publication des actes de ce colloque pourrait permettre de réunir autour de la table tous les historiens concernés pour reparler de toutes ces hypothèses, essayer de bâtir ensemble une vision sourcée par l'archéologie, la réflexion, les moyens de comparaison pour mieux connaître le Louvre de Philippe Auguste. Je vous remercie.